Ici Satou. Je ne me suis jamais infiltrée dans la chambre de quelqu'un, ni laissé quelqu'un entrer dans la mienne, mais si jamais j'en ai l'occasion, j'aimerais demander une femme sexy. À mon réveil, après un sommeil agité, une jeune fille nue était à califourchon sur mon torse. C'est un rêve, non? Ça m'a rappelé il y a longtemps, quand j'allais rendre visite à mon grand-père à la campagne pendant de longues vacances et que ma petite sœur ou ma petite cousine sautait sur moi dans mon lit pour me réveiller. La seule différence, c'est que cette fille était complètement nue, et qu'elle n'avait décidément pas l'air innocent de mes jeunes parents. La jeune fille, qui avançait lentement, fit un dernier grand pas et finit par se blottir contre mon torse nu. Son expression était peut-être plus celle d'une femme que d'une petite fille, cependant. Oh là là, je t'ai réveillée? Remarquant que je ne dormais pas, la fille aux cheveux lilas me fit un léger bisou sur la joue. Et je t'ai embrassée. Comme si elle avait réussi une farce astucieuse, Arisa se redressa, la main sur ma poitrine, et me sourit timidement. Charmée par son expression adorable, je ne pus m'empêcher de lui tapoter la tête. Attends, adorable? Certes, c'était mignon, mais je voulais absolument éviter d'éprouver de tels sentiments envers cette jeune fille. Chassant ces légères inquiétudes, je levai les yeux vers Arisa. Les contours de son corps brillaient d'une pâle lueur violette. Très mystérieuse. Ne me fixe pas comme ça. C'est gênant, tu sais. Apparemment, j'avais fini par la fixer. L'air assez mécontent, Arisa me pinça le nez. Troublée, comme si j'étais redevenu un petit garçon, je détournai précipitamment le regard. Comme si je l'avais imaginé, la lueur violette que j'avais aperçue plus tôt avait disparu, ne laissant que quelques traces dans ses cheveux. Suivant ses mèches flottantes, mon regard se posa accidentellement sur sa poitrine fine, derrière. Franchement, les hommes sont tellement pervers. Arisa baissa timidement la tête, laissant une plus grande partie de ses cheveux tomber sur sa poitrine. Marmonnant précipitamment des mots d'excuse à Arisa, je repensais à la suite des événements qui m'avaient conduit dans cette situation. Quant à ce qui s'était passé après que j'ai acquis les 2 filles au marchand d'esclaves. De jour comme de nuit, je servirais mon maître de toutes mes forces. Arisa, la jeune fille aux cheveux lilas, avait prononcé ces mots lors de la cérémonie du contrat. Ni Lulu aux cheveux noirs ni les filles bêtes n'avaient rien dit, alors peut-être s'agissait-il simplement d'Arisa cherchant à se faire bien voir? Une fois le contrat d'esclavage signé, j'ai payé Nidoren, le marchand d'esclaves, avec une pièce d'or. J'aurais voulu libérer les filles de leur statut d'esclaves, mais Nidoren m'en a empêché. Étant donné la haine profonde du royaume de Shiga du Nord pour les demi-humains, m'a-t-il dit, tout demi-humain libéré, à l'exception des fées, serait traité pire que des esclaves, si tant est qu'ils soient autorisés à entrer dans la ville. De plus, les jeunes filles bêtes se sont accrochées à moi et ont pleuré en me suppliant de ne pas les abandonner. Il semblait donc que mettre fin à cette histoire était ma seule option. Je pourrais peut-être y réfléchir à nouveau si nous allions à l'ancienne capitale, au sud du royaume de Shiga, ou quelque chose comme ça. Comprenant que je ne savais pas grand-chose du métier de maître, Nidoren m'a expliqué comment posséder et former des esclaves. Il m'a dit qu'il resterait jusqu'à après-demain midi et m'a demandé de revenir si j'avais d'autres questions ou si je voulais faire un autre achat. J'ai apprécié son conseil, mais je ne souhaitais absolument pas ajouter d'esclaves à mon groupe. Pendant la cérémonie, j'avais acquis la compétence « contrat ». Je pensais que cela me permettrait de libérer les filles moi-même, mais ce ne fut pas si simple. Contrat nécessitait un champ particulier. Il devait s'agir d'une compétence magique particulière liée au serment. Mais apparemment, cela pouvait servir à autre chose qu'à l'esclavage. Devant la tente, notre petit groupe s'est mis à faire les présentations. Eh bien, permettez-moi de me présenter une fois de plus. Je suis Arisa, née du royaume de Kuvork, aujourd'hui disparue. J'ai 11 ans, il me reste encore 4 ans avant l'âge adulte, mais je ferai de mon mieux pour répondre à vos besoins, même lors des offices nocturnes. Prenez bien soin de moi. Terminant sa présentation par une phrase en totale contradiction avec son âge, Arisa pinça les pans de sa jupe et fit une courte révérence. C'était un geste élégant, mais la longueur courte de sa jupe simple la laissait assez exposée en dessous. Je reportai donc rapidement mon regard sur son visage et répondis brièvement, enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Satou, je ne veux surtout pas d'office nocturne de la part d'une petite fille, merci. Je m'appelle Lulu, j'ai 14 ans, je viens aussi du royaume de Kuvork. Étant maigre et laide comme je suis, je ne pense pas qu'un corps comme le mien soit bien adapté au office nocturne, mais je travaillerai aussi dur que n'importe quel cheval ou bétail, alors ne m'abandonnez pas. La frange de Lulu pendait sur ses yeux baissés lorsqu'elle se présenta. Elle avait une voix douce, un soprano clair et doux, bien que légèrement tremblante. Par « maigre », elle faisait apparemment référence à sa poitrine en bonnet B, ce qui, à son âge, semblait annoncer un avenir prometteur, mais peut-être que le principe « plus c'est gros, mieux c'est » ne s'appliquait pas dans ce monde. Je me disais, tant qu'elles sont douces, quelle différence.
Enfin, je n'allais pas non plus solliciter les services de Lulu, une collégienne. Je n'avais pas prévu d'acheter Lulu avec Arisa, mais Arisa m'avait supplié de le faire. Je ne pouvais me résoudre à refuser une petite fille qui suppliait, les larmes aux yeux, de ne pas être séparée de sa grande sœur. De plus, je comptais libérer Arisa de l'esclavage une fois que j'aurais découvert ce qu'elle savait de ce monde et du Japon, alors mieux valait la garder avec sa famille. Les deux filles étaient belles, mais elles étaient clairement de deux ethnies différentes. Je supposais qu'elles étaient des demi-sœurs partageant un parent, ou simplement des demi-sœurs. Quoi qu'il en soit, c'était ridicule que cette jeune femme se décrive comme laide, même si elle était modeste. Même le visage partiellement caché, je voyais bien qu'elle avait une beauté traditionnelle qui aurait remporté haut la main n'importe quel concours de beauté du pays. Franchement, elle était un peu mon genre. Si elle avait la personnalité qui lui correspondait, je serais tentée de la demander en mariage quand elle serait plus grande. Oups, je ne peux pas laisser mes pensées m'échapper comme ça, sinon j'aurais l'impression de la lorgner. Je me suis frappé le front pour chasser toute mauvaise pensée. Après les sœurs, j'ai demandé aux filles bêtes de se présenter. Je m'appelle Pochi, Tama. Je suppose que Pochi et Tama étaient timides, car elles furent très brèves. En entendant leur nom, Arisa répondit par un léger tic au coin des lèvres, mais elle ne fit aucun commentaire. Je suis Lisa, de la tribu des écailles d'orange. Mon village natal a été détruit par les hommes fouines, et j'ai été vendue comme esclave au royaume de Shiga. Heureusement, notre merveilleux maître m'a retrouvée. Ça suffit, Lisa. Arisa et Lulu ne semblaient pas avoir de préjugés envers les demi-humains, car elles n'avaient pas réagi négativement lorsque les filles avaient enlevé leur capuche et dévoilé leur visage. Peut-être que les demi-humains n'étaient pas autant détestés dans d'autres pays? Comme les deux nouvelles filles semblaient les accepter si naturellement, Pochi et Tama ne tardèrent pas à s'y habituer. Tandis qu'elles la laissaient toucher leurs oreilles avec curiosité, Arisa me regarda. Je suis surprise que tu aies pu obtenir des esclaves aux oreilles d'animaux comme ça. Eh bien, c'est arrivé comme ça. Maintenant qu'elle le disait, j'avais d'abord mal compris, car il y avait beaucoup d'hommes-chiens et d'hommes-chats à Serious City, mais Pochi et Tama étaient en réalité les seuls demi-humains aux oreilles de chiens et de chats, non seulement de la ville, mais de tout le comté. Ces deux-là semblent être humaines, mais elles ont des oreilles et des queues d'hommes bêtes, elles ont donc été abandonnées à la naissance. Ce sont quand même de bonnes filles, alors ne les méprisez pas, dit Lisa à Arisa et Lulu. Pochi et Tama portaient les titres d'esclaves de Satu, Changeling, conquérante du labyrinthe et quelques titres de tueuses liés au combat. Il semblait que la pierre de Yamato n'afficherait que le premier. Si Changeling, un titre caché, n'avait pas sa signification habituelle en fantaisie, je me demandais s'il ne s'agissait pas d'une sorte de trait héréditaire. Comment pourrions-nous les détester? Elles sont tellement mignonnes. Trop mignonnes? Tama est mignonne, monsieur. Pochi est mignonne aussi. Pochi et Tama se trémoussèrent timidement, visiblement ravis du compliment d'Arisa. Elles semblaient s'entendre à merveille. Bon, on retourne à l'auberge? Ça me semblait absurde de rester planté devant la tente du marché aux esclaves pour toujours, alors j'ai parlé aux 5 filles et nous avons décidé de rentrer. Arisa s'est glissée vers moi pour enrouler ses 2 bras autour de mon bras gauche. Ce contact me semblait un peu excessif, mais je pensais qu'on devrait au moins se tenir la main pour que les enfants ne se perdent pas, alors ça ne m'a pas dérangé outre mesure. Pochi et Tama se sont toutes les deux précipitées sur mon bras restant, mais elles n'arrivaient pas à se décider, alors Lisa a finalement pris les deux et les a portés comme des bagages. Visiblement abandonnant, les filles se sont affaissées dans ses bras, laissant leurs membres pendre librement. Elles aiment vraiment cette pose. Lisa semblait avoir du mal à les porter toutes les deux avec sa lance, alors j'ai pris l'arme pour elle pour le moment. Lulu a proposé de la porter pour moi, mais elle semblait trop lourde pour une fille aussi délicate, alors je l'ai portée moi-même. Le soleil commençait à se coucher, ce qui devait signaler l'heure du dîner. De délicieuses odeurs émanaient des étals de la place. Manger au restaurant semblait être la norme dans le quartier ouest, car même les gens aux vêtements plus modestes commandaient au chariot. En y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait même des esclaves portant un collier parmi les roturiers qui prenaient à manger. Cependant, au lieu de s'asseoir avec les autres, ils étaient assis par terre pour manger. GRRGRRRGWR. En entendant un petit bruit mignon, je me suis retournée et j'ai vu que Lulu était devenue rouge vif. Son expression timide était adorable. Elle ne pouvait certainement pas être un intérêt romantique pour le moment, mais j'avais hâte de voir l'avenir lointain. Ça sent bon, non? Allons dîner ici avant de rentrer. Que voulez-vous manger? Pas vraiment besoin de demander. À manger? De la viande serait bonne, monsieur. Maître, tout ce que vous nous offrez est toujours apprécié, mais si j'ose faire une suggestion, je crois que la viande de poulet serait vraiment divine. Oui, c'est bien ce que j'avais imaginé. Je suppose qu'une esclave doit être heureuse de recevoir n'importe quelle nourriture. Arisa pencha la tête avec une expression curieuse, alors je lui demandai ce qu'elle avait l'habitude de manger.
Sur la route de Seriou, le pain de seigle et la soupe chaude salée étaient le festin le plus délicieux qu'on puisse espérer. J'imagine que c'était assez courant. Mais j'ai été surprise par leur réponse lorsque j'ai posé la même question aux filles bêtes. Des acornes? Des mauvaises herbes, monsieur. Les esclaves semi-humains comme nous ont généralement droit à un repas par jour au mieux, alors nous avons appris à tromper la faim en mangeant les noix, les baies et les plantes que nous pouvions trouver dans les parcs publics, tout ce qui était comestible, en fait. Quand nous parvenions à attraper de petits animaux, nous partagions la viande avec nos camarades esclaves. Ils partageaient leur nourriture même dans une situation aussi désespérée? Je me demandais si les hommes bêtes avaient une nature naturellement bienveillante ou s'ils avaient peut-être grandi dans un environnement où une telle coopération était la norme. Eh bien, tant qu'ils sont avec moi, j'aimerais au moins les laisser manger à leur faim, ce qu'ils veulent. Jeune maître, une voix forte résonna sur la place. Celui qui appelait devait avoir une mauvaise ouïe, car le cri retentit plusieurs fois, en vain. Maître, appela Lisa, et je me tournai vers elle. Qu'y a-t-il? On dirait que le monsieur à l'étal vous appelle, maître. Sur la suggestion polie de Lisa, je me suis tournée vers la source de la voix et j'ai vu un inconnu me faire signe. Vous avez enfin remarqué, jeune maître. Qui êtes-vous, maître? C'est l'un des hommes que nous avons sauvés de l'attaque visqueuse. Ah oui, depuis que j'étais au monde, je croyais me souvenir parfaitement des visages, mais apparemment, ça ne fonctionnait que si je faisais un effort conscient pour me souvenir de quelqu'un. Bref, je me serais senti mal de l'ignorer, alors je me suis dirigée vers lui. Jeune maître, prenez un peu de nourriture si vous voulez. Les jeunes filles peuvent manger aussi, bien sûr. Avec un grand sourire, l'homme d'âge moyen nous a conduits vers un petit coin repas derrière l'étal. Bon, on ne pouvait pas refuser. Je sentais une odeur de viande, alors les filles bêtes allaient sûrement apprécier cet endroit. Qu'est-ce que tu cries à propos de haine? Oh, on a des clients? Je te l'ai déjà dit, non? Ce sont les esclaves demi-humains qui m'ont sauvé la vie dans le labyrinthe et le jeune maître qui a arrangé de meilleures conditions dans le donjon. Ah bon? Tu parles de ces bêtises à propos de la viande là-dedans, hein? C'était pas des bêtises. Une femme bien bâtie, un seau d'eau dans chaque main, apparut derrière l'étal. À en juger par la conversation, elle semblait être la propriétaire des lieux. Eh bien, alors, on vous est très reconnaissant d'avoir sauvé la vie de mon mari. C'est offert par la maison aujourd'hui, alors mangez à en mourir, vous m'entendez? Youpi, waouh, madame, on vous est vraiment reconnaissant pour votre gentillesse. À la première allusion à de la nourriture gratuite, Pochi et Tama levèrent les mains au ciel de joie. Oh là là, tu n'es pas polie pour une esclave? Tu es l'une de ces esclaves tutrices? Pas du tout. Je suis spécialisée dans le travail physique. L'esclave qui m'a appris le shigan était encore plus poli que moi, répondit Lisa d'un ton calme, presque nostalgique. Après avoir observé son profil pensif un instant, je balayai du regard la salle à manger. Il ne devait pas être encore ouvert, car il n'y avait personne d'autre que nous. Je demandai au propriétaire si les filles pouvaient s'asseoir sur des tabourets. La femme fronça les sourcils au début, mais se souvint vite que nous avions sauvé la vie de son mari et me l'accorda très aimablement. Cependant, prévenant que cela pourrait causer des problèmes si d'autres clients les voyaient, elle installa un paravent pour séparer notre salle à manger du reste avant que nous commandions nos plats. Désolée de vous avoir fait attendre. C'est fait avec des entrailles de cerf et laf, découpées pour nous par notre bon ami le boucher, dit fièrement la commerçante en posant une assiette creuse de ragoût devant chaque convive. Peu après, un grand panier rempli de pommes de terre vapeur s'abattit au milieu de la table. Outre les abats de cerf, le ragoût contenait de la viande nerveuse, des haricots verts appelés soja shiga, de la taille d'une fève, et des noix ressemblant à du ginkgo, avec leurs coquilles. Cette chose sombre et maigre était-elle de la bardane comestible? Pochi et Tama avaient les yeux pétillants en contemplant le ragoût charnu. Le visage de Lisa restait sage et correct, mais sa queue trahissait ses véritables sentiments, frappant le sol d'excitation. Bon, mangeons avant que ça refroidisse. Avant de manger, Arisa joignit les mains et remercia rapidement pour la nourriture, et Lulu suivit son exemple. Comme je travaillais pour une entreprise, j'avais pris l'habitude d'aller au restaurant, je n'avais donc pas appris aux jeunes filles bêtes la coutume japonaise de remercier avant et après un repas. Je leur avais cependant appris à se laver les mains avant de manger et à utiliser les ustensiles et autres ustensiles. C'est chaud, monsieur. Ouh, les filles bêtes, se précipitant dans leur assiette, furent alarmées de constater que le ragoût était brûlant. Il faut d'abord souffler dessus, d'accord? Comme ça, d'accord. Oui, monsieur. En me regardant apprendre à Pochi et Tama à souffler sur leur nourriture pour la refroidir, Arisa se couvrit la bouche d'une main et baissa la tête. Grâce à ma compétence, oui fine, je l'entendis marmonner. Vous essayez de me tuer avec votre gentillesse ou quoi? Mais je fis de mon mieux pour l'ignorer. Miam, miam, c'est délicieux, monsieur. Pochi et Tama faisaient un peu de bêtises, serrant maladroitement leurs fourchettes dans leurs petits poings. Elles semblaient toutes les deux sur le point de plonger leurs cheveux dans le ragoût à tout moment,
alors je sortis une ficelle et la ficelai. Les autres avaient l'air jalouses, alors je leur en donnais aussi. Bien sûr, elles mangeaient sans problème. Lisa plantait sa fourchette dans chaque morceau de viande et le mâchait d'un air sérieux. Même en dînant, elle donnait l'impression de s'entraîner. Arisa et Lulu restaient silencieuses, mais ce n'était pas tant par déplaisir que par désespoir. Arisa se conduisit avec une grâce relative, mais elle réussit tout de même à engloutir tellement de ragoût que ses joues gonflèrent légèrement. On dirait un adorable petit écureuil. Lulu, elle aussi, était réservée, mais concentrée sur son repas. C'est vraiment délicieux, tellement moelleux et tendre. Cette partie est croustillante, monsieur. Dès que Lisa eut félicité le ragoût, Pochi et Tama firent de leur mieux pour l'imiter. Arisa et Lulu acquiescèrent d'un signe de tête en se couvrant la bouche des mains. Bon, je devrais vraiment arrêter de regarder les autres et commencer à dîner. Ça sentait vraiment bon, alors j'ai pris un peu de ragoût dans ma cuillère et je l'ai porté à mes lèvres. Et même, un peu salé, mais quand même délicieux. Apparemment, il y avait beaucoup d'ouvriers dans le coin, donc c'était probablement assaisonné à leur goût. Les entrailles donnaient des plats délicieux, car on pouvait y déguster une multitude de textures et de saveurs différentes, mais certains n'aimaient pas l'odeur. Dans ce cas précis, nos hôtes avaient dû utiliser une préparation spéciale ou des herbes particulières, car l'odeur était absolument irrésistible. Comment trouvez-vous la soupe, jeune maître? Elle est délicieuse, aussi bonne que la nourriture du château. Oh, je n'irai pas jusque-là. Le commerçant se gratta la lèvre supérieure et rit de bon cœur, dissimulant sa gêne. Mon compliment dut lui faire plaisir, car il revint bientôt avec encore plus de nourriture. Jeune maître, ça vous dirait d'en prendre aussi? L'assiette qu'il me tendit était garnie de ce qui semblait être d'épais intestins frits, cuisinés avec une herbe semblable à la ciboulette chinoise. Dans son autre main, il tenait une autre assiette, plus petite, cette fois avec de fines tranches de cœur et de foie frites. C'est vraiment extravagant. Oui, alors dévorez le temps qu'il est bien chaud. Les chasseurs ont ramené toutes sortes de gibier ces derniers temps. On a pu faire des provisions pour moins cher que d'habitude, alors allez-y. Goûtez-vous. Ouf, j'étais content que ma pluie de météores n'ait pas décimé toute la faune. J'espérais juste que ce n'était pas le signe avant-coureur d'une apparition d'un monstre maléfique du fin fond des montagnes. Laissant ces inquiétudes de côté, je me suis dit que je pouvais aussi bien accepter l'offre du couple et manger autant que je voulais. Lulu semblait particulièrement timide, alors je lui ai servi un peu de viande dans une petite assiette. Puis, curieusement, cela m'a amené à distribuer des portions à tout le monde. Plus grand que compétence acquise, service, j'ai acquis une compétence étrange grâce à tout ça, mais je n'avais aucune envie d'y investir des points. Toute la nourriture dans le grand plat était délicieuse, mais j'ai trouvé le foie particulièrement savoureux. Je parie qu'il aurait été délicieux cru, même si une intoxication alimentaire aurait été un risque. Portés par l'excitation de goûter un tout nouveau plat de viande, Tama et Pochi engloutirent leur assiette en un rien de temps, puis s'attaquèrent aux intestins frits. Spicy, t'es trop épicé, Shir. Ils en avaient tous les deux englouti une grosse bouchée, mais apparemment, ils n'étaient pas fans de cuisine épicée. Leurs expressions étaient indescriptibles, si c'était un manga, je dirais qu'ils avaient des X à la place des yeux. Ils n'avaient pas tort, mais pour quelqu'un comme moi, habitué aux plats très épicés, le goût était parfaitement normal. En fait, je ne sentais presque pas le piquant, sauf si c'était physiquement douloureux, ce qui n'était probablement pas bon signe. Je crois que c'est cuit avec du piment. Pochi, Tama, si c'est trop pour vous, vous n'avez pas besoin de vous forcer. Je m'en chargerai à votre place. Par égard pour Pochi et Tama, Lisa se porta volontaire avec enthousiasme pour manger leur portion d'intestin. Après avoir englouti leur ragoût, Pochi et Tama étaient assis, fourchette en bouche, à regarder Lisa avec envie. Peut-être par pitié pour elle, Arisa glissa sa part de foie dans leurs assiettes. Peut-être n'aimait-elle pas ça, mais Pochi et Tama étaient si ravis qu'elles semblaient sur le point de bondir. Arisa et Lulu mis à part, les filles bêtes semblaient encore avoir faim, alors je me suis levée pour commander à nouveau. Maître, si vous avez besoin de quoi que ce soit, laissez-moi m'en occuper à votre place. Quel est votre ordre? Oh, ça va, j'allais juste demander à manger, et peut-être m'arrêter au stand d'à côté acheter des manteaux et des chaussures pour Arisa et Lulu pendant que je suis debout. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose, je peux. Lisa et Lulu se levèrent d'un bond. Pochi et Tama se figèrent en train de mâcher leur foie, levant les yeux vers moi sans bouger la tête. Restez tous ici et continuez à manger. C'est un ordre, d'accord? J'aurais sans doute pu remettre les courses à plus tard, mais j'apercevais sans cesse la poitrine de Lulu de l'autre côté de la table, et ça me gênait. À côté d'elle, la poitrine plate d'Arisa était presque à l'air libre, mais ce n'était pas un problème. Vous avez besoin de quelque chose, jeune maître? Oui, je voudrais encore du ragoût, s'il vous plaît. Je reviens. Je me sentais mal de commander plus de nourriture alors qu'il nous régalait, alors pendant que le mari préparait, j'ai donné à ma femme quelques grosses pièces de cuivre pour les portions supplémentaires.
Tant qu'à faire, je lui ai demandé si elle pouvait apporter des produits d'autres stands, et elle l'a accepté sans hésiter. La propriétaire avait été appelée pour aider un client avec une commande à emporter, alors j'ai demandé à son mari, pendant qu'il cuisinait, s'il pouvait me recommander un stand avec de bonnes brochettes de poulet grillé. Du poulet grillé? Le stand avec le drapeau rouge devant est excellent. Tous les autres font un travail de préparation pitoyable. D'après le commerçant, certains coupaient même la viande en morceaux au hasard et la cuisinaient sans autre préparation. J'ai remercié l'homme et me suis dirigé vers le stand avec le drapeau rouge. Il ne proposait que du poulet salé, pas aigre-doux, mais j'ai cédé à l'odeur de gras rôti et j'en ai acheté un pour le manger sur place. C'était exactement ce que j'espérais, fraîchement cuit au charbon de bois. Une seule bouchée m'a fait couler un torrent de jus sur le menton. Il était parfaitement salé, pas du sel de table, mais quelque chose au goût plus complexe, comme du sel gemme. Ah, maintenant, j'ai envie d'une bonne bière fraîche. Après avoir vanté la délicieuse cuisine du commerçant, j'en ai commandé 30 autres pour tout le monde. Sur le chemin du retour, j'ai aperçu un éclair dans une ruelle voisine, alors j'ai regardé de plus près. D'innombrables paires de lumière, suspendues dans l'obscurité, me fixaient. Des chiens? Avant que mes yeux ne s'habituent à la lumière, une fenêtre de réalité augmentée m'a révélé leur véritable identité. Apparemment, c'étaient des enfants esclaves hommes-chiens. Il y avait aussi des enfants hommes-chats. En m'approchant d'un pas, les paires d'yeux flottantes ont semblé trembler. Un pas de plus, et je les ai enfin aperçus dans l'obscurité. Ils ressemblaient à rien d'autre qu'à une bande de petits chiens bien droits. Ils étaient adorables, comme des peluches ou des personnages d'une émission pour enfants. Comment pourrait-on les détester? Leur regard était rivé sur la brochette de poulet à moitié mangée que je tenais à la main. Quelques-uns fermèrent les yeux et humèrent l'air, savourant l'odeur avec ravissement. Vous en voulez? RR vraiment, monsieur? Répondit l'un des enfants d'une voix difficile à comprendre. La structure de leur bouche rendait probablement difficile la compréhension du Shigan. Lui faisant un léger signe de tête, je leur donnai tout le poulet que je venais d'acheter, encore enveloppé dans d'énormes feuilles. Partagez-les avec tout le monde, d'accord? Oh oui, monsieur, merci, je fis signe aux enfants qui me remercièrent à l'unisson, puis retournai au stand au drapeau rouge. Cette fois, il faut absolument que je les rapporte tout de suite. En attendant que les nouvelles brochettes soient cuites, j'ai récupéré les manteaux et les bottes pour Arisa et Lulu, que j'avais presque oublié d'acheter. Les brochettes de poulet grillé ont eu beaucoup de succès, arrachant un sourire non seulement à Arisa, mais aussi à Lulu. Elisa semblait, contre toute attente, s'étrangler de gratitude. Je suis rassasiée, tellement heureuse, monsieur. Après avoir dévoré leur ragoût jusqu'à la dernière goutte, Pochi et Tama ont tous deux poussé un soupir de satisfaction. Les trois autres, bien sûr, avaient aussi mangé à leur faim. Lisa, en particulier, savourait silencieusement l'engouement du repas. J'ai remercié les deux commerçants pour leur délicieux repas, rassemblé tout le monde et suis retourné à l'auberge. Bienvenue chez Monsieur Satou. Lorsque nous sommes enfin arrivés à l'auberge du portail, la voix entraînante de Martha était là pour nous accueillir. Sans même ramasser le plateau qu'elle avait laissé tomber, elle se précipita vers moi et me serra légèrement dans ses bras. La logeuse sortit ensuite, se frayant un chemin à travers la foule qui nous observait avec curiosité depuis l'entrée. On nous a tout raconté par cette jeune femme, Madame Marientey. Ça a dû être horrible. On a gardé ta chambre telle que tu l'as laissée, pour que tu puisses te reposer tout de suite, mais... Tiens, on dirait que vous êtes bien plus nombreux maintenant. Oui, je ne serais pas sortie vivante du labyrinthe sans l'aide de ces jeunes. Bon, Arisa et Lulu m'avaient rejointe après coup, mais je n'avais pas envie de tout expliquer, alors j'en suis restée là. Labyrinthe? Murmura une petite voix derrière moi. Je l'expliquerai plus tard. Alors, j'aimerais bien leur réserver une chambre à tous. Avez-vous des places disponibles? Malheureusement, nous sommes complets. La réponse de la logeuse fut brève et mordante. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur de l'hôtel et vis le mari de la propriétaire nous regarder d'un air renfrogné, les bras croisés. Autour de lui, les clients curieux rassemblés dans le hall fusillaient eux aussi du regard les filles bêtes, grommelant à qui que ce soit. Leur animosité était si oppressante que j'en avais mal au cœur. J'ai caché Pochi et Tama derrière mon dos, essayant de les protéger des regards furieux. Devrions-nous aller chercher une autre auberge? Il était déjà si tard. Arisa et Lulu pourraient prendre ma chambre à l'intérieur, et les filles bêtes et moi trouverions simplement un endroit pour dormir dehors, dans le parc voisin. Ce serait quand même plus confortable que de dormir sur le sol en pierre du labyrinthe. Martha, veuillez accompagner ces deux filles dans ma chambre. Combien coûte une personne supplémentaire, madame? J'irai avec ces trois-là et je dormirai dehors, ou quelque chose comme ça. Il m'a fallu un effort considérable pour me retenir de lui cracher ces mots. Ma main tremblait de colère lorsque j'ai senti une main plus petite l'envelopper. C'était Arisa. Maître, calmez-vous. Nous avons tous peur d'être regardés de cette façon. Arisa s'est avancée devant moi et s'est adressée à la propriétaire, ainsi qu'à la foule ivre derrière elle.
Bien qu'elle ait dit avoir peur, sa voix était aussi calme que si elle s'adressait à ses camarades. S'il vous plaît, pourriez-vous nous laisser un coin de hangar ou d'écurie? Ces filles ont sauvé bien des vies humaines dans le labyrinthe. Je sais que les récompenses pour de tels actes sont normalement réservées aux soldats, mais pourriez-vous peut-être leur témoigner un peu de compassion? D'accord. Le hangar ne fera pas l'affaire, mais comme nous n'avons pas beaucoup d'invités avec chevaux ou charrettes en ce moment, il y aura de la place dans l'écurie. Martha, montre-leur le chemin. Nous allons monter un autre lit dans la chambre de Monsieur Satou. Vous pourrez donc attendre au bout du bar pour l'instant. L'éloquente supplication d'Arisa sembla impressionner la propriétaire, qui autorisa rapidement les hommes bêtes à rester dans l'écurie. L'antipathie disparut également des visages des ivrognes, qui retournèrent à leur table d'un pas lourd. Vous ai-je été d'une quelconque utilité? Oui, tu m'as été d'une grande aide. Arisa leva les yeux vers moi avec fierté et je lui tapotai la tête pour la remercier. Martha nous conduisit à l'écurie et nous donna une botte de foin frais pour recouvrir le sol. Elle était un peu hésitante au début, mais après que je lui ai donné une pièce d'argent, elle nous dit aussitôt d'utiliser autant de foin que nécessaire, et j'acceptai avec plaisir. J'étendis une couverture imperméable sur le foin et la recouvris d'un drap confortable. Espérant que cela suffirait à empêcher le matelas improvisé de nous gratter pendant notre sommeil. Pour une raison inconnue, fabriquer ce lit de paille m'avait valu la compétence couture. Cela ne me semblait pas logique, mais cela me semblait utile, alors je décidai de considérer cela comme un coup de chance. À la place des couvertures, je disposais des fourrures de mon butin de guerre et quelques paquets de tissus doux. Je pourrais acheter des couvertures et des édredons plus chauds demain. Non, je suppose que je devrais d'abord chercher une autre auberge ou une maison à louer. Moelleux, c'est comme le lit du château, monsieur. Pochi et Tama sautèrent joyeusement sur le lit de paille. Tandis que Lisa les regardait avec tendresse, je lui tendis un sac rempli de provisions, comme de la nourriture et des armes. Il était illégal pour les esclaves d'être armés en ville, mais le marchand d'esclaves Nidoren m'avait expliqué qu'il était possible de s'en tirer si les esclaves transportaient juste les affaires de leur maître. Si des salauds tentent d'entrer ici, assurez-vous de les repousser sans les tuer. Et si vous m'appelez, j'arrive tout de suite. Oui, maître, je protégerai vos affaires à tout prix. Les poings de Lisa étaient serrés et ses yeux brûlaient du sens du devoir, alors je la prévins rapidement. Vous trois êtes bien plus importante que mes affaires, alors je veux que vous accordiez plus d'importance à votre sécurité, d'accord? Si besoin est, vous avez ma permission de vous débarrasser de ces affaires. On pouvait toujours remplacer les objets, mais la vie et la sécurité des filles étaient une autre affaire. Je leur ai donné la permission de manger la nourriture contenue dans le sac au cas où elles auraient faim. Après tout, je ne voudrais pas qu'elles aient faim si je dormais trop longtemps. J'ai fait monter Arisa et Lulu dans la chambre, où l'ajout d'un lit supplémentaire avait rendu la pièce assez exiguë. Faire le lit des filles bêtes a pris plus de temps que prévu, si bien qu'elles avaient l'air un peu endormies. D'ailleurs, Lulu semblait épuisée, le visage plus pâle que d'habitude. J'aurais voulu demander à Arisa comment elle connaissait le japonais et tout ça avant d'aller au lit, mais je suppose que ça pouvait attendre demain. Il n'y avait pas vraiment besoin de se presser. On va se coucher maintenant? Une bougie allumée dans un bougeoir fournissait la seule source de lumière, la pièce était donc assez sombre. Quand j'ai commencé à enlever mon manteau, Lulu s'est précipitée pour le récupérer et l'a accroché à un crochet en bois au mur. Elle a essayé de m'aider à retirer ma robe aussi, mais je l'ai gentiment arrêtée. Ce n'est rien, je n'ai pas besoin d'aide. Prenez soin de vous. Cadratin. Oh oui, monsieur. Lulu se tut aussitôt. Déconcertée, je jetai un coup d'œil pour voir comment elle allait, mais dès que nos regards se croisèrent, elle recula précipitamment, trébucha sur le cadre en bois du lit derrière elle et tomba à la renverse. Vous allez bien? Oh oui, je vais bien. Je vais parfaitement bien. Je me penchai pour l'aider à se relever, mais elle refusa, paniquée. Je pense que Lulu est peut-être un peu mal à l'aise avec les hommes. En fait, c'était une réaction plutôt normale, vu que j'étais encore une inconnue. Oh, alors, préparez-vous. J'essayais de leur dire de se préparer pour aller au lit, mais apparemment, elles avaient mal compris. Pour leur laisser un peu d'intimité pour se changer, je leur ai tourné le dos et j'ai retiré mon peignoir et les plié. Au bout de quelques instants, le froissement des vêtements s'est arrêté et Arisa a annoncé « On est prête », alors je me suis retournée. Pourquoi sont-elles toutes les deux nues? C'est seulement grâce à mon talent de « poker face » que j'ai réussi à dissimuler mon étonnement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des nudistes? Les filles, ces couvertures sont plutôt fines, alors vous allez attraper froid si vous ne portez rien au lit. Le plus calmement possible, je les ai encouragées à s'habiller. La petite Arisa ne m'a pas vraiment perturbée, mais j'étais un peu dégoûtée de moi-même, car j'avais un peu coupé le souffle en voyant la silhouette innocente de Lulu, comme je n'en avais jamais vu qu'à la télévision. Soyons clairs, je n'avais aucune envie d'une relation intime avec Lulu, mais je m'excuse si j'ai donné cette impression dans un moment de faiblesse.
De toutes mes forces, j'ai forcé mon regard à fixer n'importe quel endroit autre que la poitrine de Lulu. Je devrais vraiment faire un tour au quartier des plaisirs de Serious City avant de finir par harceler sexuellement quelqu'un. J'avais peut-être l'air d'avoir 15 ans de l'extérieur, mais heureusement, cela semblait faire de moi une adulte à Shiga, alors j'espérais ne pas être refoulée à la porte. Les deux filles étaient encore nues, alors je les ai une fois de plus suppliées de se rhabiller. Vous pouvez porter les chemises longues que je vous ai données plus tôt comme chemises de nuit. Alors, vos services. Arisa, qui s'affairait à enrouler les couvertures sur le lit, laissa sa voix s'éteindre, stupéfaite. Les services de nuit étaient-ils la norme pour les esclaves de ce monde? Non, je n'en ai pas besoin. Je vais vous demander d'aller vous acheter des provisions demain matin, alors allez vous coucher pour l'instant. Pas besoin? Arisa semblait abasourdie, mais Lulu avait fondu en larmes dès que j'avais prononcé ces mots. Je me suis d'abord occupée d'elle, recouvrant son corps d'un drap et lui offrant un mouchoir. Même pour une esclave, offrir son corps à un homme d'âge mûr qu'on vient de rencontrer, même si j'ai l'air d'avoir à peu près leur âge, devait être insupportable. Il n'était pas étonnant qu'elle ait été suffisamment soulagée pour pleurer. S'il s'agissait de femmes adultes, j'y aurais peut-être pensé, mais je n'allais certainement pas faire quoi que ce soit à un enfant. Je n'aurais plus besoin de ce genre de service non plus, leur ai-je assuré. Lulu semblait mal à l'aise avec les hommes, alors j'ai laissé Arisa la tâche de la réconforter et d'essuyer ses larmes. À les voir ainsi, difficile de dire laquelle était la plus âgée. Quand Lulu s'est épuisée à pleurer et s'est endormie, et qu'Arisa s'est évanouie à côté d'elle peu après, j'ai également mis une fine couverture sur elle. Comme une fourrure, comme celle que j'avais laissée aux filles bêtes. Espérons que cela les tiendrait au chaud jusqu'au matin. Était-ce mon imagination, ou le visage endormi d'Arisa semblait-il un tantinet insulté? Quoi qu'il en soit, j'étais moi-même fatiguée, et je me suis installée dans le lit d'appoint pour dormir au plus vite. Même les yeux fermés, je voyais encore l'écran du menu, alors je l'ai manipulé par la pensée pour l'éteindre et m'endormir en paix. Et cela nous ramène à la situation que j'ai exposée au début. Étrange, je ne me souvenais pas avoir dormi dans le même lit qu'Arisa. J'ai écarté ses cheveux d'un air absent, admirant leur douceur. Elle a un sourire adorable, un peu timide. Certes, elle a un joli minois, mais elle a aussi 11 ans. Je ne suis pas pédophile. Arisa a gloussé, caressant ma poitrine d'un doigt fin. Pourtant, ce doigt est plutôt sexy, murmura une voix au fond de ma tête. Sexy? Soudain, j'ai eu l'impression que ma personnalité s'était scindée en deux, une partie qui essayait d'accepter l'affection d'Arisa, et une autre qui la trouvait extrêmement déconcertante. La première faisait de son mieux pour refouler la seconde dans les recoins obscurs de mon esprit, mais au premier doute, la seconde, tenace, a réussi à revenir. Ce bras de fer a cependant été interrompu lorsqu'Arisa a commencé à déposer des baisers sur mon oreille, ma clavicule et ma poitrine, tour à tour. En réponse à ses caresses, ma main effleura sa nuque. Tu la veux, m'annonça cette même voix dans ma tête. Mais ce n'était vraiment pas la bonne réaction pour une petite fille. Quelles que soient les circonstances, c'était définitivement mal. Mes pensées embrouillées commencèrent à s'éclaircir, et je me servis de mon esprit pour ouvrir le menu et allumer l'écran du journal. Ah, il y a quelque chose là-dedans. Je me redressai lentement tandis qu'Arisa me regardait à travers ses cils. Posant mes mains sur ses flancs, je l'attirai contre moi, son visage contre mon cou. Elle semblait un peu troublée, mais néanmoins, elle entoura joyeusement mes épaules de ses bras. Penchée contre son oreille, je murmurai doucement mais fermement un ordre. Arisa, je t'interdis d'utiliser la magie ou les compétences. C'est un ordre. Les mains d'Arisa se desserrèrent, et elle me regarda, le visage crispé par le choc. Je profitai de cet instant de surprise pour ajouter une autre instruction. Et un autre ordre, annulez immédiatement les effets des compétences ou de la magie que vous utilisez. Quelques instants plus tard, l'annulation de l'effet magique s'afficha dans mon journal. Les informations de l'écran de rat changèrent également. Par précaution, j'ai atteint le maximum de points de la compétence que je venais d'acquérir, résistance psychique. J'avais apparemment aussi acquis les compétences, vision nocturne, et magie psychique, mais je les ai laissées de côté pour le moment. Pourquoi? C'est ce que je devrais vous demander. Que cherchiez-vous à accomplir en me manipulant avec la magie psychique? C'était vrai, lors de la confrontation précédente devant l'auberge et tout à l'heure, Arisa avait utilisé de la magie. La première fois, devant l'auberge, ça s'était bien passé. Elle avait utilisé 2 sorts, chant de calme et chant de fatigue, probablement pour apaiser l'hostilité de l'aubergiste et des clients envers les filles bêtes. Mais tout à l'heure, elle avait utilisé 3 sorts sur moi, charme personne, chant de tentation et chant de cœur désireux. Il était clair qu'elle essayait de me séduire et de me manipuler à sa guise. J'avais oublié cela, sous le choc qu'Arisa parle japonais, mais ces informations de rat indiquaient que ses compétences étaient inconnues. Pas aucune, mais inconnue. Magie psychique? Je ne vois pas ce que tu veux dire. N'essaie pas de me piéger ou de faire l'idiot.
C'est un autre ordre. Maintenant, qu'est-ce que tu essayais de faire? Elle s'est dégagée de mon emprise, mais je lui ai bloqué la voie de fuite en l'interrogeant. Plus grand que compétence acquise, interrogatoire, timing parfait. J'ai mis 5 points dans la nouvelle compétence et je l'ai activée immédiatement. Dis-moi la vérité. Que veux-tu? Arisa a cédé et a répondu d'un air un peu boudeur. Je voulais juste te servir, maître. Son air gracieux habituel s'était évaporé. Je ne comprends pas. Explique-toi un peu. Sérieusement. Tu ne comprends pas ce que j'ai dit? J'ai eu le coup de foudre pour toi au premier regard, dès notre première rencontre. Quoi? Coup de foudre? J'étais tellement décontenancée par cette réponse inattendue que j'en oubliais de continuer l'interrogatoire. Tes cheveux noirs, doux et lisses. Ton expression innocente, tes traits familiers et enfantins. Ton physique délicat, tes membres lisses et imberbes. Je n'avais rêvé que d'un tel maître. Mais maintenant que j'ai le maître de mes rêves, il n'a que faire de mes services? Je ne peux pas l'accepter. C'est pour ça que j'ai dû utiliser la magie. Pour que tu sois folle de moi, toi aussi. Dès que je marquais une pause, Arisa me tira dessus mot après mot comme une mitraillette, l'air de plus en plus désespéré. Alors, une fois que je serais tombée amoureuse de toi, tu allais me faire un lavage de cerveau? Non, ce n'est pas du tout ça. C'est exactement ce que j'ai dit en devenant ton esclave. À toute heure, de jour comme de nuit, je servirai toujours mon maître de toutes mes forces. C'est le devoir d'une esclave de séduire et de satisfaire son maître. Quelle logique était-ce? Pire encore, elle ne semblait pas mentir. Mais une esclave ne pouvait pas désobéir aux ordres de son maître, n'est-ce pas? Voilà donc ton histoire. Qu'est-ce que tu voulais vraiment? Eh bien, j'ai essayé d'attendre que tu te glisses dans mon lit, mais je m'endormais. Alors j'ai décidé de sauter dans ton lit, et quand j'ai vu ton visage endormi, je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle avait une expression du genre, quelle idiote. Un peu frustrée, je lui ai pincé la joue. Ce genre de punition est approprié, je trouve. Aïe, 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 je suis tellement. Waouh, ses joues se sont étirées. Je commençais à m'amuser, mais Arisa commençait à pleurer, alors je l'ai lâchée. Mais j'ai été sage d'attendre au début. Alors tu m'as juste suivi à cause de tes désirs? Vraiment? Elle a hoché la tête. Franchement, qu'est-ce que tu es? Français, ces informations harcelissent comme suit. Non, Arisa âge, 11 ans niveau, 10 titres, esclave de Satou, sorcière du royaume perdu, la princesse folle, compétence, magie psychique, don, vérification de l'état de soi, vérification de l'état masqué, les compétences, boîte d'objets, capacité. Ne jamais abandonner sur Boost. C'est quoi ce bordel? Je n'avais jamais vu aucune de ces compétences et choses auparavant. Arisa a souri malicieusement en répondant à ma question. Je suis Arisa Tachibana. Je suis japonaise, tout comme toi.